très difficile de trouver des bons associés. J'ai dû en avoir à peu près 4 ou 5 où on est allé assez loin jusqu'à discuter du pacte d'associés, payer l'avocat, tout ça. En fait, à chaque fois, il y a toujours un problème d'investissement de la part des associés et je pense que c'est une des grosses causes d'échec des boîtes. Quand tu as une agence, la première erreur que tout le monde fait, tu oublies de consacrer du temps à ton propre marketing alors que tu fais le marketing, le design des autres. C'est dramatique, quoi. Il faut absolument que ce soit inscrit dans l'agenda de certaines personnes. Le prix, c'est pas le plus difficile, c'est de convaincre sur le modèle et sur la qualité. Salut Clara, tu es la fondatrice de l'agence Dafol. Donc tu me disais que vous êtes des innovateurs ou des copieurs. Tu vas m'expliquer un petit peu ça. Vous avez une agence de design avec un modèle que moi je trouve intéressant et nouveau qui est un abonnement illimité. Mhm. Comme on fait dans tous les podcasts, les épisodes avec moi, ce que j'aime bien, c'est pas juste parler de ce que tu fais aujourd'hui, pas juste de la version un petit peu du moment qui marche de l'agence, mais on va parler de toutes les itérations, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis aussi, Mhm. avant ça, ben, la Clara d'avant, comment elle en est arrivée là, c'est quoi un petit peu ton parcours, même ton enfance, je sais pas, je remonte Mhm. aussi loin que tu penses nécessaire pour comprendre comment tu en es arrivé là. Ok, ça marche. Bah, tu veux que je commence par présenter Dafol ou moi? Toi, tout, D'accord, tout, moi. tout, tout au début. Ok, bah moi, comment j'en suis venue à l'entrepreneuriat? Bah déjà, l'école a été pour moi une prison pendant les 17 premières années. J'ai vraiment pas du tout apprécié ce modèle-là d'apprentissage. J'ai toujours été hyper focus sur la productivité, les outils. Même quand j'étais étudiante en 2008-9, j'étais déjà en train de chercher des nouveaux outils de productivité. Et j'étais déjà un espèce de mini product hunt sur pattes. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai toujours adoré. Enfin, j'ai un esprit très pratique en fait. Du coup, je peux accéder à la théorie par la pratique dans ma façon de réfléchir. Et j'ai toujours besoin que ce que je fais, ce soit bien présenté, beau, voilà. Mais alors, j'ai fait quelque chose de complètement différent avant de faire une agence de design. J'ai fait une Hippocagne, donc une prépa littéraire, puis Sciences Po Lille, puis un master à Dauphine et aux Mines. Donc rien à voir. La seule Ouais. chose que je voulais faire, je fais aussi beaucoup de théâtre. Et à la base, en vrai, je voulais pas du tout. Enfin, je voulais avoir une carrière de comédienne ou quelque chose de complètement différent. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre et j'ai appris énormément de choses en termes de mindset et même d'appels commerciaux, de style que je peux avoir. C'est grâce au théâtre. Parce que j'aime bien un peu casser les codes. J'aime bien, voilà. Enfin, je pratique pas mal d'auto-hypnose, des choses comme ça. Donc ça m'aide pas mal au quotidien. Et du coup, j'étais la première employée d'une boîte qui s'appelait Papernest. Ah oui, Euh, qui a explosé et depuis. ouais, ça a bien grossi. Bah, déjà, quand j'y étais, c'était pas mal. Et là, en fait, j'ai découvert le. Enfin, en fait, au début, on fonctionnait un peu. Il y avait la communication un peu traditionnelle, et puis ensuite, on a lancé les Google Ads et des landing pages. Et dès qu'on a lancé ça, le téléphone a commencé à sonner, les clients pleuvaient. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai appris que c'était hyper important de savoir faire des landing pages, de l'optimisation du taux de conversion. Et c'était le début de growth hacking. Tout le monde en parlait, le growth hacking, le growth hacking. Donc voilà, personne ne le faisait vraiment. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Et du coup, moi, je me suis énormément penchée dessus et j'ai vu toute ma carrière avant comme un apprentissage pour pouvoir monter mon entreprise après. J'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai eu Ok. beaucoup, beaucoup de mal à sauter le pas. Mais vraiment, tous les week-ends, je me tapais la tête contre les murs. Mes amis se moquent de moi parce que j'ai eu genre 50, 60 idées de boîtes et Ouais. ils savent même plus savoir lesquelles. Et du coup, bah, en fait, au final, j'ai lancé une agence qui est le business le plus classique qu'on peut imaginer. Mais j'ai essayé de le faire avec une touche de modernité et il y a un ulterior motive, enfin, il n'y a pas que l'agence en elle qui m'intéresse. Moi, du coup, ce que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir lancé une agence, c'est tu rencontres énormément d'entrepreneurs, tu vois comment les entreprises fonctionnent, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais ça te fait un réseau. J'ai jamais autant réseauté que depuis que je suis en full remote. Ok, ok. Et tu apprends énormément de choses que tu apprends moins quand tu rentres dans un système presque classique où tu essaies de faire une boîte innovante, de voir la BPI, tout ça, quoi. Moi, quand je regarde ton LinkedIn, je vois plein d'autres choses au milieu. C'était pas Ouais. forcément des expériences relevant, c'était par rapport aux études. Euh,
C'était. Alors après Papernest, si c'est relevant, c'est juste que j'avais pas envie de faire une intro de 15 minutes, mais Ah non, on ensuite est j'ai là pour bossé parler de dans toi, une, hein. C'est plus ouais, qu'une intro. ok. Donc, j'ai bossé ensuite dans une boîte qui s'appelait Ops Group, qui depuis a eu, je crois, enfin, a déposé le bilan, mais du coup c'était un énorme groupe. Et bizarrement, je crois que c'est une des entreprises qui m'a le plus appris. Même si c'est moins sexy que les autres boîtes que j'ai pu faire qui sont Papernest, et ensuite j'ai bossé chez Jimmy Fairly. Parce que j'ai vu beaucoup comment la politique d'entreprise fonctionnait, l'importance d'une culture d'entreprise, et j'ai vu beaucoup de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est dans le secteur logistique, qui est un secteur qui m'a passionnée pendant des années, parce qu'en termes d'innovation, c'était un petit peu avant l'IA, il y avait toute la partie Uber, livraison, enfin ça a été 5-6 ans de remue-ménage de start-up là-dessus, et moi j'adorais ce secteur, j'adore les process, j'adore tout ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai encore changé de carrière parce qu'en fait, ma carrière, j'ai jamais fait la même chose. Enfin, carrière. Mais à chaque fois, voilà, je change complètement de secteur, de tout, parce que je m'auto-forme tout le temps. Enfin, je suis intimement convaincue que là, si je lance un business après ou je fais autre chose, ce sera encore radicalement différent d'une agence. Il n'y aura pas de lien. Moi, j'ai un peu une politique de la terre brûlée de la connaissance. Enfin, je change malgré moi ou pas, je sais pas. Et ensuite, j'ai bossé chez Jimmy Fairly. J'étais directrice du digital chez Jimmy Fairly. Et puis voilà, toute la partie e-commerce. Ok, ouais, tu t'es réinventé plusieurs fois. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, t'es tombé chez Papernest avec du coup les études dont tu parlais, qui n'étaient pas censées mener là-bas. Papernest, c'était un stage. Ok. C'était mon stage de fin d'études. J'avais trouvé un stage, mais il m'avait laissé tomber à la dernière minute. Et du coup, j'ai cherché un job et je crois que j'ai vu l'annonce sur Twitter. Et le lendemain, j'avais le rendez, enfin le, euh, l'entretien, et après j'étais recrutée. Donc Ce voilà. qui est Mais dingue, c'est c'était que c'est comme ça que tu as mm. découvert un peu le marketing digital. Tu n'es pas rentré pour ça, et puis c'est là-bas Alors où. là-bas, j'ai été recrutée en tant que bizdev. Ok. Euh, du coup, c'est juste. Enfin, en fait, je faisais beaucoup de partenariats, de démarchage commercial. Je devais démarcher, j'avais 23 ans, je devais démarcher Engie et me faire passer pour une associée alors que j'étais une stagiaire à 600 € par mois. Et du coup, voilà, j'ai énormément appris. On m'a aussi fait confiance très vite, et les deux cofondateurs sont excellents et apprennent énormément de choses. Donc oui, il y avait, enfin, je sais pas, en fait, tu sais pas trop, enfin, tes études, je sais pas s'il y a vraiment une destinée réelle quand tu fais des études généralistes comme celles que j'ai pu faire. D'ailleurs, j'ai fait des études généralistes parce que je savais pas ce que je voulais faire, comme je pense à peu près tous les étudiants, beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et d'ailleurs, bon, je me demande ces derniers temps, parce que je travaille finalement avec beaucoup de gens plus jeunes que moi, je me demande qui j'aurais été si j'étais de cette époque. Maintenant, je sais même pas si j'aurais fait des études en fait. S'il y Ok. avait eu le no-code, s'il y avait eu l'accès qu'on peut avoir aujourd'hui aux tools, je pense que j'aurais, dès le lycée, fait des trucs, quoi. Ouais, J'aurais quand fait des tu dis trucs. qu'à l'époque, tu cherchais les Ouais. meilleurs outils, etc., si aujourd'hui tu avais 17 ans et qu'il y avait ChatGPT, tu aurais sûrement pu créer quelque chose Ah oui, non, mais c'est qui sûr. se serait passé. Enfin, Ouais. Non, j'aurais. après en effet, tu as fait pas mal d'études qui, au final, t'apprennent à apprendre. Voilà, c'est peut-être déjà C'est une ça. méta skill. Et derrière, tu l'as appliqué, tu as changé pas mal de carrière. Ok, et donc qu'est-ce qui fait que tes amis ont enfin arrêté de se foutre de toi et le jour où tu leur as dit, j'ai vraiment lancé mon premier business, qu'est-ce qui a fait que tu es enfin passé à l'action après avoir eu 50, 60 idées et pourquoi Mhm. c'était quoi la première d'ailleurs version de cette agence de design? Ouais. Alors, du coup, c'est assez rigolo comme histoire. Donc, j'ai failli lancer, après avoir quitté Jimmy Fairly, j'ai quitté Jimmy Fairly pour entreprendre. J'ai failli lancer un business soit dans la food, soit un autre dans la mise en relation de freelance, enfin pas de freelance, dans le retail de personnes, enfin d'intérimaires avec des entreprises. Finalement, en fait, à chaque fois, le problème, c'est de trouver des associés. C'est très difficile de trouver des bons associés, et les débuts de projet, des projets un peu concrets, j'ai dû en avoir à peu près 4 ou 5 où on est allé assez loin jusqu'à discuter du pacte d'associés, payer l'avocat, tout ça. Mais en fait, à chaque fois, il y a toujours un problème d'investissement
de la part des associés. Et je pense que c'est une des grosses causes d'échec des boîtes. Enfin, je crois que c'est la deuxième cause d'échec des boîtes. C'est même pas le problème de trouver des clients, faire du cash, c'est l'entente entre les associés. Et donc, en fait, toutes mes idées, enfin, j'en ai eu plein. Et à chaque fois, j'ai été bloquée parce que j'avais peur d'entreprendre toute seule ou parce que je trouvais pas les bonnes personnes pour le faire. Parce que, non pas qu'elles soient pas bonnes indépendamment, mais c'est juste que c'est pas le bon timing, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et du coup, ça se faisait pas, quoi. À la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'un freelance que j'avais pris quand j'étais chez Jimmy Fairly, j'avais adoré cette personne. Je me suis dit, mais ce mec, je me souviens, j'avais raccroché du premier échange que j'ai eu. J'avais dit à mon coloc à l'époque, je vais entreprendre avec ce mec. Et du coup, un an après, je l'appelle. Et je lui dis, bon, écoute, je me suis dit ça. Enfin, moi, je suis très directe dans ma façon de communiquer, au moins sur la partie business, ça, il n'y a aucun doute. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je t'ai eu au téléphone, il est assez jeune, tu vois, mais je sais que je vais entreprendre avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Il dit, ah zut, j'ai déjà lancé mon truc. Il avait lancé une des premières agences Webflow. Ah oui. Et en fait, il m'a dit, mais toi, je me souviens que tu étais bonne en design, alors que c'était pas mon poste. Est-ce que tu peux me faire ma landing page? Donc, je lui ai fait sa landing page en freelance. J'avais du temps, quoi. J'étais en train d'essayer de lancer une boîte. Il Et il avait une m'a agence dit, Webflow, mais il savait pas designer. Il est bon quand même. ouais, bah, il savait designer, non mais si, il savait designer, mais c'était pas, Ok. c'était, disons que c'est pas si évident de designer parce que tu as beaucoup, beaucoup de ressources qui existent. Mais plus que le design, tu as comment tu structures le contenu. Enfin, moi, mine de rien, en ayant fait des pubs avant, en ayant fait des A/B tests sur des landing pages, en ayant fait des choses comme ça, j'ai acquis pas mal enfin, une certaine connaissance. Et en fait, tu as beaucoup de designers. Ça, d'ailleurs, ça a été ma première difficulté quand j'ai recruté. C'est qu'en fait, les designers, il y a 4 ans, enfin, il y a 3 ans et demi, ils ne savaient pas utiliser Figma, parce qu'ils étaient formés à Adobe dans les Hmm. écoles, parce que Adobe a des partenariats avec les écoles, et ils ne savent pas écrire. Donc, du coup, ils sont là. Ah, moi, je vais faire, j'ai pas le texte, je vais faire rien. T'es là, genre, mais enfin, Je te mets c'est du c'est une Lorem page à. Ipsum. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu peux pas illustrer du lorem ipsum, tu peux pas faire quelque chose de. Et en fait, ça a été assez. Enfin, ça a été l'un des premiers challenges en termes de formation interne. Mais pour revenir à nos moutons d'avant, du coup, il m'a prise. Il m'a dit, OK, ton Figma est super. Enfin, ça change tout quand j'ai un vrai Figma derrière. Je t'envoie tous mes Juste, clients. tu t'es auto-formé sur le design. Tu savais designer. Bah, en fait, ouais, naturellement, je passe quasiment depuis, je sais pas, 15 ans, 2 heures par jour à me former, à lire des articles. Je suis abonnée à Medium et je m'informe énormément dessus. Et en fait, je sais pas pourquoi, dans mon temps libre, je lisais comment faire une shadow stylée, comment faire un formulaire. Donc ça m'a toujours passionnée. Et dès que je lançais une idée de boîte, je me mettais sur Figma ou Sketch à l'époque. Et je visualisais. Donc j'étais déjà en fait dans une démarche comme ça. Voilà, toujours fonctionné comme ça. Et même pas mal des Énorme. maquettes de l'ancien site de Jimmy Fairly, je faisais la partie plus UX, UI. Et je travaillais avec la directrice artistique. Et du coup, j'étais en fait énormément montée en compétence sur Figma sans même le savoir, quoi. Et finalement, j'ai même pas vendu ma compétence, c'est les gens qui sont venus me chercher pour ma compétence. Il y a d'autres potes aussi qui m'ont demandé si je pouvais les aider et tout ça en freelance. Et au final, on s'est associé avec cette personne avec qui j'avais lancé du coup une agence qui s'appelait à l'époque Flow the Sun, qui avait un concept assez cool. Je m'étais toujours dit, le jour où j'ai ma boîte, je veux une agence qui est capable de travailler en 3/8. Parce que j'étais horrible en gestion de projet. D'ailleurs, j'ai réalisé à quel point j'étais pas une cliente facile en étant de l'autre côté, Ok. quand je gérais des agences. Et du coup, le concept de Follow the Sun, c'était d'avoir des talents sur tous les fuseaux horaires, répartis en Follow the Sun, du coup. Et d'être capable de designer, tu vois, par exemple, tu fais un design sur le fuseau horaire américain, tu fais le copywriting en France, tu le dev au Japon, et après, du coup, en 24 heures, tu as ta landing page. Tu n'as même pas besoin de. Tu vois. C'est pas mal. Bon, le fait est que c'est une très très bonne idée, mais en fait, Sur le aucun papier. client ne va assez vite. Genre, en fait, j'avais tout le setup, j'avais même un client, ils étaient en Russie en partie, donc j'avais l'impression d'être dans une réunion guerre froide avec la Russie, les États-Unis, le Japon. Enfin, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, ça ne sert à rien d'aller aussi vite. Ok. La rapidité, mais voilà. Je pourrais parler. Ok, donc c'était une fausse bonne idée.
Parce que Ouais, c'était vous une alliez fausse bonne vite, mais en idée. fait, il y avait pas besoin, quoi. C'est pas ça qui est. Bah, en fait, le plus gros pain, je trouve, quand tu as une agence qui est rapide et agile, parce que tu as des agences qui sont sur un rythme classique, on va dire, c'est qu'en fait, les clients ne vont pas assez vite. C'est très difficile d'obtenir des inputs des clients, enfin, qu'ils aient le temps à consacrer pour les projets. Et voilà. Ok, et donc du coup, c'était peut-être comme tu disais, une fausse bonne idée, mais est-ce que ça a fait que l'agence n'a pas marché, ou est-ce que finalement, t'as quand même avancé sur ce projet avec cet associé? Alors, ça, en fait, ça a bien fonctionné. Les erreurs de Flow the Sun, ça a été de... Bon, déjà, un gros problème de pricing au début. On était pricé extrêmement bas. Et pas de mon fait, parce que enfin, j'avais pas forcément de notion là-dessus. Je savais pas très bien pricer, et aussi parce que c'était pas forcément les mêmes visions qu'on avait, les mêmes envies de projet aussi. Du coup, on s'est séparés parce que moi, j'avais plus envie de faire de la qualité et lui de la quantité, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas eu de. On s'est séparés à ce moment-là parce qu'en plus, on avait sur un projet qui était absolument magnifique et qui a un peu été saboté par ça, donc c'était un peu dommage. Mais du coup, qu'est-ce qui est intéressant, bah, c'est qu'en fait, enfin, qu'est-ce qu'on a raté et qu'est-ce qu'on a réussi. On a réussi, en fait, la qualité des designs qu'on a pu avoir, qu'on fournissait, ça faisait que les développeurs ne voulaient travailler qu'avec nous. Et en fait, la source essentielle qu'on a eu à un moment d'acquisition client, peut-être 70% des clients qu'on avait, c'était que des développeurs qui disaient ah non, parce qu'en fait le problème c'est que les clients, désolé, je commence 50 phrases en même temps, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Le problème c'est que les clients ne savent pas, quand ils disent je veux un site internet, je veux un site e-commerce, en fait ils se disent ah mais il me faut un développeur, parce qu'ils croient que, enfin voilà, ça c'est, ils comprennent pas l'intérêt du design. Là ça commence un petit peu à venir, mais il y a encore de l'éducation à faire. Et donc, ils allaient chercher les développeurs étaient très bien référencés, et en fait, les développeurs disaient, mais en fait, moi, vous avez rien, enfin, j'ai pas le design, donc allez voir Clara, quoi. Et allez voir Flo de Sun. Et du coup, ça s'est passé comme ça, et le reste, c'était des clients qu'on avait via mon réseau ou via des recommandations de bouche à oreille, parce qu'une fois que tu travailles bien avec un client, en fait, ça fait boule de neige. La grosse erreur qu'on a faite, c'est de pas forcément suffisamment se structurer à certains niveaux, notamment prix, et aussi de ne pas obliger les clients à répondre un peu plus rapidement et de se négliger, en fait. De négliger, on faisait toujours passer nos clients avant nous-mêmes, et on avait du mal à se consacrer à travailler pour nous. Et en fait, souvent, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais ça, il faut vraiment, quand tu as une agence, c'est la première erreur que tout le monde fait, enfin tout le monde le fait, hein. Tu oublies de consacrer du temps à ton propre marketing alors que tu fais le marketing, le design des autres. Et ça, c'est dramatique, quoi. Il faut absolument que ce soit inscrit dans l'agenda de certaines personnes, que ce soit choisi, de le mettre en place, quoi. Et nous, du coup, en termes de bonnes pratiques qu'on avait des Flow the Sun qu'on a gardées, c'est qu'on a tout de suite donc fait organiser nos process pour fonctionner en asynchrone et en follow the sun, ce qui fait que demain, si on a un talent qui est n'importe où, on peut le prendre. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on est tous en France ou en Belgique, donc ça va, il n'y a pas de problème de décalage horaire, mais on est tous libres d'aller où on veut. Donc ça, c'est hyper pratique. Et avec les clients, la communication aussi est beaucoup plus fluide grâce à l'asynchrone. Bon, maintenant, c'est devenu la norme, mais il y a 3 ans et demi, c'était assez révolutionnaire d'utiliser Loom. Maintenant, bon, à peu près tout le monde le fait, heureusement. Mais il y a quand même des boîtes, voilà, qui sont très contents de comment on a l'habitude de le faire. Et après, en bonne pratique aussi, c'est le time tracking. Ça, je recommande même à des personnes qui ne sont pas dans les agences de le faire. Parce que même à titre personnel, ça m'est arrivé, je sais pas, de constater que j'avais passé 12 heures à organiser des vacances. Enfin, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur certaines choses. Et nous, du coup, on utilise un outil qui s'appelle Timely de Memory AI. Et, Ok. euh, et l'objectif, c'est que, voilà, moi, par exemple, je dois passer 80% de mon temps sur Dafol et 20% sur les clients. Donc, volontairement, je garde encore un peu d'opérationnel. Et du coup, c'est un ratio inversé, du coup,
pour les personnes qui bossent pour nous ou enfin avec nous, qui doivent passer du coup 80% des clients et 20% sur Dafol. Et, Pour et pas se négliger. du coup, j'imagine que en France, on va te dire que c'est du flicage. Comment tu gères cette partie-là? Ouais, bah alors vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, je l'ai pas instauré rapide. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à chaque personne de se créer un compte juste pour elle, avec je leur passais une CB et je leur disais, c'est vraiment pas pour du flicage, c'est juste pour savoir combien de temps on passe. Enfin, c'est même pour vous. Je disais, comme je le dis maintenant, enfin, je faisais ça pour mon freelance au début, et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait aidé de me rendre compte que même des débuts de projet, tout ça, je passais des centaines d'heures sur des choses qui étaient finalement pas très prioritaires, quoi. Donc je leur disais, même pour vous, c'est important. Et puis au final, bon, j'ai dit, bon, on va tout centraliser maintenant, comme ça on aura une vision globale. Mais tu vois que ce que les personnes déclarent. Techniquement, s'ils ont envie de mentir, ils le font. Il s'avère que j'ai eu la chance de travailler qu'avec des personnes extrêmement honnêtes, donc j'ai pas de problème. J'ai même des personnes qui se sont volontairement désistées de la boîte en disant, voilà, je pense pas avoir les compétences et tout ça. Enfin, j'ai vraiment pas de problème de personnes qui essaient de gratter ou quoi que ce soit sur du remote, à rien faire. Enfin, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt dû essayer de dire aux personnes de se calmer. Enfin, il y avait des personnes qui travaillaient trop à certains moments, et du coup, c'est ça, le remote. Tout le monde pense que ça risque de créer des problèmes dans l'autre sens, mais en fait, c'est plus problème de burn-out que l'inverse, quoi. Mais justement, tout à l'heure, je suis curieux que tu nous reparles de comment aujourd'hui vous êtes organisé avec ce côté asynchrone, remote, on va dire, dans la nouvelle boîte. Parce que déjà, je Mm, suis hyper fan de ton type sur Timely, moi qui suis aussi un peu un nazi de la productivité et du développement personnel. Je comprends même pas pourquoi. C'est un outil que j'utilise pas et pourtant j'en utilise beaucoup, donc très bien. En plus, mm, bah, dans certains métiers, je veux dire, par exemple, dans le design, nous justement, on a vendu une agence de design et je sais qu'il avait intégré le patron Timely, bah, tout simplement parce qu'il travaille qu'avec des freelances pour savoir voilà, mm. combien chacun a travaillé pour les payer, déjà, juste pour Ouais. savoir. Et puis ça permettait aussi de justifier aux clients pas mal de choses, au-delà, parce que lui, quand même, il vendait un petit peu aussi des packs d'heures, on parlera du business Mm. model. Ouais, je pense que c'est pas forcément l'idéal, toi, d'être un peu innové là-dessus. Mais Ouais. ouais, sur la productivité personnelle, je suis convaincu que tout le monde, en effet, devrait l'utiliser et se rendre compte Mm. soi-même de sa productivité. Je pense qu'il y a un énorme écart entre là où on passe son temps et là où on pense qu'on passe vraiment son temps. Ouais, 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 c'est complètement le cas. Bah, c'est ça change la vie vraiment de fonctionner comme ça. Et l'avantage de Timely, malheureusement, j'ai pas d'action dans cette boîte, je crois pas qu'il soit ouvert, euh, mais c'est que ouais, tu peux le faire aussi une semaine après, t'es pas obligé de le faire. C'est pas du pointage en fait. Donc c'est vraiment, même à titre personnel, quelque chose que je recommande. Ça coûte 10 dollars par mois. Faut foncer, quoi. Voilà. Tu vois, je l'ai noté, t'as vu. Ok, Mm, donc ça, c'était ta première aventure. Tu dis que t'as appris des choses et il y avait mm, une partie qui marchait bien. L'association n'a pas forcément marché, vous n'avez pas la même vision. ouais. Petite parenthèse, donc tu parlais de la galère pour trouver un associé. Ce qui m'a fait sourire, c'est quand même que, au final, la manière dont tu as trouvé l'associé, c'est à mes yeux la seule manière dont tu trouves un associé et qui fonctionne, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà bossé et tu sais que tu as envie de bosser. Parce que se dire, je veux ce projet, mais il me faut quelqu'un, moi aussi, j'ai fait ça pendant des années, ça n'a jamais Mm, marché, jusqu'au moment où j'ai trouvé quelqu'un, exactement ce que tu as décrit. Je dis, oh là là, toi et moi, on va faire un business ensemble un jour. Et puis tu vas mm, doucement, tu testes, et un jour, tu as le projet qui est évident, et il te manque cette skills, et la personne est dispo à ce moment-là. mm. Et je pense que forcer le truc, en effet, c'est souvent un petit peu là Ouais, que ça avance pas. c'est hyper délicat, puis même communiquer entre associés. Enfin, après, ouais, non, c'est sûr. Et là, du coup, bah, je finis sur le remote. Tu demandais comment on était organisé. Vas-y. Alors, pour la culture d'entreprise, en termes d'outils, on utilise un truc qui s'appelle Kumo Space. Ça ressemble à Gazer, c'est un espèce de bureau virtuel qu'on a Ok. décoré avec plein de petites blagues à l'intérieur du bureau. Voilà. Je note. Et du coup, on est tout le temps connecté. C'est beaucoup plus visuel. On a une pièce, par exemple, qui s'appelle la balade des chiens. Donc, tu vas dans cette pièce quand tu vas promener ton chien. Une autre qui s'appelle la sieste. Donc, je trouve que c'est hyper important. J'essaie vraiment de lutter contre le présentéisme basique, très français. Ça, c'est un vrai truc quand tu es en agence, parce que tu te tapes par moments des grosses périodes de rush. Et à d'autres moments, c'est un peu plus light. Mais
tu sais pas profiter des périodes light. Donc, il faut vraiment. Alors, ça, c'est un exercice que j'ai pas du tout encore fini de maîtriser, mais que je m'exerce à maîtriser, de réussir à profiter des moments un peu plus creux et de les savourer, en fait. Parce que faut ménager sa monture et c'est un travail voilà, c'est hyper important. Et j'essaye de mettre en place une petite culture de la sieste, parce que moi, je suis une grande fervente siesteuse Une siesteuse en pleine professionnelle. journée, quoi. Voilà, siesteuse professionnelle, mais ça change, ça te reset une journée, enfin, c'est génial, quoi. Ce qui est très compliqué à faire quand tu es dans un bureau. Ce qui, Ouais. du coup, Donc donc, vous êtes pour tous, tu m'as dit tout à l'heure en antenne, vous êtes tous à distance. Donc ouais, c'est quand même vachement plus simple pour faire des siestes parce que sinon il faut quand même une pièce en plus, si l'équipement. C'est quand même mieux chacun chez soi pour la sieste. exactement. Pratique. Et bah oui, non, mais c'est sûr que c'est plus pratique. Après, j'ai déjà travaillé dans des bureaux qui avaient des salles de sieste et La classe, la classe. voilà. Mais c'est assez rare d'avoir une culture d'entreprise qui va être OK avec ça, quoi. Et toi, t'as mis Mais ça en quand tu es dans un travail place. créatif, tu as vraiment besoin de ça. Enfin, je sais faire des micro-siestes aussi, hein, mais des gens qui arrivent plus à dormir 4 heures d'affilée, là, c'est pas trop compatible, mais voilà. Ah, ok, Et donc ouais. tu parlais aussi de travail en asynchrone, tu parlais de Loom. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi un petit peu tes process Ouais. là-dessus? Alors là, du coup, donc un des concepts de Dafol, pour les clients, donc le concept de Dafol, c'est de proposer des designs en illimité. La seule contrainte que les clients ont, c'est qu'ils doivent nous demander une chose à la fois. Et chaque designer a maximum 3 ou 4 clients, donc 3 ou 4 tâches à faire toutes les 48 heures. Et il y a un truc que le process de Dafol nous a permis de faire par rapport à un process d'agence classique où tu fais des devis, tu as des projets, c'est qu'en fait déjà on n'a plus le rôle de gérer la priorité pour le client. C'est au client de nous dire qu'est-ce qui est prioritaire. Ça, c'est un exercice qui est super pour le client et pour nous aussi. Et même pour nous, on a notre propre board d'AFOL et on doit faire cet effort-là aussi de priorisation en interne. Donc ça, c'est un exercice que tout le monde devrait s'employer à faire régulièrement. Et du coup, on valorise énormément les sessions de deep focus. Donc, on est connecté, mais on est en focus, donc on ne se dérange pas. Et pour éviter d'aller déranger quelqu'un qui est dans le flow, on va envoyer un clap. Donc, par exemple, si quelqu'un a une question à me poser, on m'envoie un clap. Si on a fini un taf, mais qu'on a besoin que quelqu'un prenne le relais, on utilise clap et pas loom, mais on envoie un clap. C'est pareil. C'est juste que c'est français et que les transcripts en français sont exceptionnels. Ok, donc C'est un pour ça clap, qu'on c'est une dit. mini vidéo. Et du coup, ouais, le clap, c'est un enregistrement de l'écran où tu Ok, présentes ton travail. Voilà. Donc, on le très fait bien. en interne, avec les clients, systématiquement. Si on fait un meeting, on enregistre tous les meetings. Parce qu'en plus, quand tu discutes, en général, tu as tendance à ne pas suffisamment écouter ton interlocuteur. Tu t'en rends compte encore plus après quand tu regardes. Parce qu'en plus, quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas réfléchir à la prochaine chose que tu vas dire. Et en fait, quand on retravaille derrière sur le livrable qu'on doit fournir, on met la vidéo en fond, on réécoute le meeting, on se rend compte on allait partir dans notre idée, on aurait oublié si on n'avait pas eu l'enregistrement. Et dès qu'on envoie un livrable, on envoie systématiquement, pareil, une vidéo qui explique le livrable. Et comme ça, quand on fait une réunion, on fait une réunion à froid et pas à chaud. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que de présenter comme ça, tiens, voilà, la personne n'a pas eu le temps de réfléchir, elle te fait des feedbacks tout de suite, mais en fait, Ouais. le temps qu'elle réfléchisse, elle va changer d'avis, et ce qui est normal. Va peut-être y avoir 5 personnes dans la réunion et une personne qui va parler juste parce qu'il fallait qu'elle parle, parce que son manager lui a dit qu'elle parlait pas assez en meeting. Et en fait, on se retrouve c'est déjà arrivé, c'est véridique, surtout dans les grands groupes et tout ça. Ouais. Et ça, pour le coup, quand tu te retrouves à devoir travailler 3 heures pour une remarque d'une stagiaire qui savait pas ce qu'elle disait, enfin, voilà, du coup, ça sert à rien. Donc, on essaye d'éviter ça au maximum. Et ça a énormément fluidifié nos échanges en interne et avec les clients. Je pense qu'on a dû diviser par 10 le nombre de meetings et du coup, nos coûts, les coûts du client, enfin voilà, tout le monde y gagne. Ok, hyper intéressant. Donc là, on est un peu sur l'organisation. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse un peu de manière chronologique. Euh, Ouais. Quand c'est que tu as du coup lancé maintenant du coup Dafol parce que tu as fait pendant un certain temps ton agence d'avant. Est-ce que tu l'as Mhm. lancé toute seule? À quoi ça ressemblait au début? C'était quoi l'idée? Tu me dis que tu t'es inspiré des États-Unis parce qu'ils sont en avance sur nous. Ouais. Et aussi peut-être parce que ça rassure les clients français de dire non mais vous inquiétez pas, ils le font là-bas, donc c'est que c'est bien, peut-être c'est plus facile avant. C'est quoi un peu du coup la genèse?
C'était avec qui et puis, ouais, c'était quoi le parcours pour en arriver là où c'est aujourd'hui? Ouais. Alors, du coup, Flow the Sun, ça marchait moins bien. Ça marchait, hein, on aurait pu le faire fonctionner. Mais en fait, ça ne pouvait pas marcher parce que c'était pas une agence que moi ou Geoffrey, du coup, mon associé sur Dafol, pouvions lancer. Et j'aime bien dire pour Dafol que je monétise ma phobie administrative et mes tocs, que tout doit être aligné, tout ça. Donc du coup, Totalement. j'ai vu une des vidéos, je sais plus comment elle s'appelle, mais il disait que si l'agence ne ressemble pas au founder, ça peut pas marcher. Enfin, il faut que ce soit aligné avec tes valeurs. Moi, par exemple, je suis une quiche en faire des avenants pour un client parce qu'il a demandé une page de plus que sur le devis, faire de la gestion de projet pour. Enfin, comme on avait pas mal de volume, par moment, on avait peut-être une vingtaine de projets en simultané. Tu peux pas gérer 20 projets en simultané humainement. Et du coup, il y avait plein de choses que, enfin, n'importe qui peut-être d'autres personnes auraient pu faire que Flow the Sun fonctionne, mais pas moi. Et du coup, ça marchait, ça marchotait, mais c'était pénible. Ça marchait pas, Hmm. quoi. C'était pour mettre dans Ouais, une donc il n'y avait vieille pas un carriole. alignement à 100% entre ta personnalité, enfin vos personnalités en tant que les deux fondateurs, et le business model et l'agence. Et C'est je crois ça. que ça s'appelle le Product Oui, Founder le Fit founder ou fit. compagnie Founder Fit. Ouais, c'est ça. Donc il n'y avait pas de Totalement. compagnie founder fit. Et du coup, on sentait que c'était une période de renouveau. Il y avait le fondateur de Design Joy qui avait lancé une formation qui, au demeurant, n'est pas d'extrêmement bonne qualité, donc je ne recommande pas de l'acheter. Mais je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Anthony Rivera qui va en lancer une dans pas très longtemps. Donc, à suivre sur Twitter, le fondateur d'Orchestra. Voilà, je le dis pour Formation ceux qui nous sur, écoutent. tu nous teases, Voilà. sur Hmm. quoi? En Plus. fait, alors, il y a beaucoup d'agences productisées qui se lancent. Et du coup, c'est un mec qui a fondé un outil qui s'appelle Orchestra, Mhm. qui est donc un outil pour les agences productisées comme les nôtres. Ok, ce que tu dis, C'est- c'est qu'à l'époque, tu as senti qu'il y avait un mouvement, et si je comprends bien, le mouvement, c'était les agences productisées. Tu as acheté Ouais, une formation qui était pourrie, mais ça t'a quand même oui, aidé. Et là, tu ça dis m'a que quand même aidé PS, petite info, il y en a une bien qui va sortir, et ça m'intéresse aussi. Ok, et très qui bien. va être gratuite. En plus. Voilà. On vous mettra le lien. Voilà. Et en gros, ouais, on a copié en fait le système de Design Joy boosté à la Superside, qui est une boîte beaucoup plus grosse qui fait aussi ça. Et en fait, on s'est dit avec mon associé Geoffrey, donc Geoffrey que j'ai rencontré, ça faisait déjà 3 ans et demi, enfin ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble, donc ça faisait déjà 2 ans et demi qu'on travaillait ensemble. Et même sur Flow the Sun, on s'était dit qu'on allait s'associer. Et là, du coup, là, c'était évident qu'on cofondait Dafol. Donc, on partait d'une page blanche. Dafol, le nom, c'est parce que dès qu'on voyait des sites cool, on disait ah la DA est folle, la DA est folle, et du coup, Pas mal. Dafol quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est créé. Et on s'est dit, on tente le tout pour le tout. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on arrête quoi. Parce que ça devenait trop difficile, on tenait trop à bout de bras le business. Et on a mis tous les œufs dans le même panier pour le coup. Et c'est bien la même personne, on parle de la même personne entre la première agence et la deuxième ou pas? Non, c'est quelqu'un de complètement D'accord. différent. Ouais, ok. Donc vous étiez connus et là, il y avait Voilà. plus un fit. Quelqu'un qui était qui a commencé par être freelance, puis employé, puis maintenant associé. Ok. Vous avez dit Voilà. all-in. Et qu'est-ce qui se passe du coup? All-in. All-in, et du coup, on crée un nouveau site qui est de toutes parts nouveau, qui avait une DA un peu plus punchy que ce qu'on a l'habitude de voir sur les sites d'agences classiques, qui essaient de se la jouer, branding, hyper Swiss design, minimaliste. On a fait aussi de l'influence LinkedIn, ça a pas mal changé par rapport à la stratégie de communication qu'on avait avant avec Hugo Benz. On a fait des projets où on a testé le modèle. Et en fait, quand on testait le modèle avec des clients, ça n'avait rien à voir. Enfin, c'était tellement plus fluide, et pour les clients et pour nous, de Ouais. fonctionner comme ça. Et derrière, en fait, c'est venu. Enfin, on a mis en place on a déjà priorisé de chercher des clients mieux qu'avant. Parce qu'avant, comme ça venait par la recommandation et qu'on était très dépendant de la recommandation client, et surtout, on était cantonné, notre façon de chercher des clients, ça faisait on les avait que par le réseau, on n'avait qu'une typologie de clients que finalement on n'avait pas choisi. Et là, du coup, on est passé plus sur ce que je te disais au début,
avant que ce soit enregistré, sur de la prospection. Parce qu'en fait, au moins quand tu fais de la prospection, tu peux choisir ta cible. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas se dire c'est mal de faire de la prospection, il n'y a rien de pire et tout ça. Parce qu'en fait, non, tu ne connais pas toute la planète entière et tu peux tester des segments. Peut-être que ton segment, ta niche, c'est des entreprises qui font du recrutement ou de l'IA ou peut-être que c'est autre chose, quoi. Ok, et ça, c'était il y a combien de temps que vous êtes lancé? Ça fait 1 an là, un peu plus d'un ouais, un peu plus d'1 an. Ok, donc ok, c'est récent, donc ça fait plaisir quand tu parles de la tendance des agences productisées, c'est aussi un truc moi qui me passionne, mais ça me fait Mmh. plaisir que tu me dises pas que c'était il y a 4 ans, donc on est encore dedans, on va pas encore pouvoir regarder quelques formations et copier Voilà, les c'est ça. Américains. Moi j'aime bien. Mmh. Donc en fait, tu as pris tout ce qui marchait de ton ancien modèle, tu as regardé ce qui te plaisait pas, ce qui marchait pas, tu t'es dit on tente Exactement. ce nouveau modèle, et donc bon, mais t'as eu ce modèle que tu as voulu tester, et par définition, tu étais obligé d'aller chercher une clientèle spécifique. Donc dès le début, tu as dit offre illimitée 5 000 € par mois, ou comment ça a été Ouais, complètement. J'ai pas changé les prix depuis 1 an. Ok, Parce que j'avais, enfin ouais. Donc en fait, il y a pas d'obstacle au prix, hein. Vu la, c'est pas si difficile. Le prix, c'est pas le plus difficile. C'est de convaincre sur le modèle et sur la qualité. En fait, c'est ce qui marche, bah, quand tu es une agence de design, je sais pas pour les autres. Enfin, je pense que pour beaucoup d'agences, ce qui marche, c'est de montrer des case studies, c'est de la réassurance, c'est de montrer que ça marche. Parce que techniquement, si X, Y, Z est convaincu que investir 4, 5, 10, 1000, enfin, un montant fixe par mois, ça va lui rapporter plus, personne ne ouais, va avoir d'objection à le faire. Il y a pas, mais c'est comment tu convaincre la personne, ça c'est plus compliqué. Convaincre plusieurs personnes, alors là, n'en parlons pas, mais c'est voilà, c'est ça la difficulté. C'est pas le prix. Le prix, c'est jamais vraiment un obstacle. Donc en là, en effet. l'occurrence, moi, je trouve j'ai presque pas d'objection sur le prix. Je me dis, est-ce que je vends pas assez cher? C'est possible aussi, C'est hein. c'est ce que j'allais dire. Tu dis que le plus difficile, c'est de convaincre sur la qualité. Moi, je dirais un autre challenge, ça doit être d'être rentable pour toi. Ouais, alors bah, les process sont tellement carrés que enfin, on est rentable. Il n'y a pas de problème, quoi. Est-ce que Chaque, tu as vraiment. Là, mm, c'est le côté un petit peu. On voit tout ce que tu as étudié enfin, de- au cours de ta vie, et le côté peut-être maths, même si tu ne nous as pas parlé, mais tu étais très dans les outils. Tu as dû mhm. faire un modèle en disant ok, faut que je. Enfin, tu as calculé le modèle pour dire à 5 000 € par mois, je suis rentable. Moi, ça me ferait peur, mais ça veut dire que tu as mis les bons process pour dire ça apporte de la valeur. Et en plus, vous, c'est carré et tu sais que ça tourne. Tu as fait tes calculs et tu n'as pas besoin d'itérer. Oui, bah oui. Après, les modes business model d'agence, c'est pas des calculs très sophistiqués de la NASA non plus. C'est des règles de 3 ou des choses assez basiques. Bah, oui, clairement, on n'a pas de problème de rentabilité, puisque là où on avait des problèmes de rentabilité avant, parce qu'il y avait un trop grand décalage entre l'exécution, la facturation et la vente. Et en fait, du coup, ça nous arrivait de vendre peut-être une mission, je dis n'importe quoi, 50K, mais de l'exécuter sur 8 mois et d'être payé 12 mois plus tard. Donc en fait, Hmm. là, il y avait des problèmes de cash flow, De- voilà. Donc ça, il y a pas, c'était plus compliqué à gérer et surtout c'était flou. Donc il y a beaucoup de systèmes qui existent. On avait mis en place un système pour visualiser tout ça et tout ça, mais ça demandait beaucoup de reporting et ça me faisait affreusement, ça m'ennuyait beaucoup, quoi. Du coup, Donc tu étais obligé de faire clairement, beaucoup trop de siestes et c'était pas rentable. ouais, c'est ça. Je préférais faire une sieste plutôt que de remplir un Excel. J'adore Excel, mais bon, j'avais pas envie de faire de la saisie, quoi. Et Et du coup, comment, enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment tu gères les clients. C'est comme la salle de sport, tu sais, tu as les clients ouais. qui, si t'as la mauvaise clientèle, entre guillemets, il y en a qui sont pas rentables parce qu'ils viennent tous les jours, 3 heures par jour s'entraîner et ils payent 30 € par mois. Et Ah si oui, t'es oui. peut-être une Mm. salle premium, il y en a qui payent 150 € et ils viennent une fois par semaine. Comment tu Alors fais dans le pour modèle d'AFOL, il y a quand pas même qu'ils des abusent, entre garde-fous. guillemets? En Ok. fait, le fait que les clients ne peuvent nous demander qu'une seule chose à la fois, ça fait que forcément, en fait, chaque designer, comme il a 3 ou 4 clients, il a 3 ou 4 choses à faire en 48 heures. Donc c'est complètement, j'aimerais, malheureusement, moi, j'ai pas cette chance-là d'avoir 3 ou 4 choses à faire toutes les 48 heures. Mais du coup, on est concentré, pas toute la journée, mais c'est beaucoup plus facile de se concentrer, de délivrer de la valeur. Le client, il a son délai qui est respecté.
Et du coup, voilà, le concept de Dafol, c'est tu peux demander tout ce que tu veux, une ou deux choses à la fois selon ton plan. D'ailleurs, étonnamment, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent un plan qui est quasiment, enfin, qui est à 8 000 euros, voire même plus à 9 400 si tu n'as pas d'engagement. Donc, du coup, il y en a beaucoup plus qui prennent cet abonnement que celui à 5 000. Donc, c'est voilà, presque l'obstacle n'est pas le prix. Hein. Et du coup, comme ils peuvent, enfin, il y a une limitation sur le nombre de tâches, on s'y retrouve, quoi. On arrive. C'est pas des tâches de 100 heures qu'on fait en 48 heures, forcément, tu vois. Donc, on compartimente les Ok. livrables. Et du coup, voilà. Ok, donc le modèle est hyper carré. Donc tu disais que par contre, le plus dur, c'était de convaincre sur la qualité. Du coup, Mm. le premier client que tu as réussi à convaincre, c'était qui? C'était quand? C'était quoi? Comment ça a marché? Comment tu l'as trouvé? Comment ça a Alors, le commencé? premier client que j'ai réussi à convaincre, je l'ai carrément, je l'avais investi dans sa boîte. Donc, c'est. Ok. Mais bon, il est venu Mais quand naturellement. même. Hein. Donc, il n'y avait pas eu. On venait de se lancer, je venais lui parler du modèle. Il a aussi une agence. Et du coup, voilà, donc il avait pas trop le choix. Non, enfin, c'est pas ça, mais c'est juste. C'est du réseau. En fait, les premiers clients, ça a été du réseau. Et c'était des personnes qui étaient toutes déjà. Qui fonctionnaient qui savaient déjà ce que c'était, qui avaient soit déjà lancé des agences, qui savaient très très bien ce que ça pouvait apporter comme valeur. Donc Ok. j'ai eu. En fait, voilà, j'ai eu des premiers clients assez similaires à ce que nous, on était déjà en termes de mindset et qui comprenaient déjà le modèle. En fait, j'avais même pas besoin de leur dire. Ils disaient, ah oui, comme Design Joy, comme Superside, comme ceci, comme cela. Donc, Ok, donc du c'était coup, hyper important de trouver des gens. Comme je dis, déjà, il y avait un product, enfin, un founder business ou founder agency fit. Et là, mm, du coup, tu as aussi un client fit avec des gens ouais, qui comprenaient, qui t'alignaient, qui voulaient ça. En fait, j'ai quand même l'impression que tu as créé, enfin, tu as répondu à un besoin sur le marché où il manquait cette offre. Et c'est aussi pour ça que ça a l'air d'avoir démarré assez vite. ouais. Bah, disons que là, j'ai pas des gens qui viennent me voir pour l'offre, pour le modèle. Personne, même d'ailleurs. Ok, C'est pas intéressant. le modèle qui plaît en tant que tel, de ce que je ressens, du moins. Mais une fois que les clients sont là, c'est-à-dire que même enfin, spontanément, quand on fait des points pour savoir comment ça se va, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, parce qu'on fait tout le temps, ça c'est une culture du feedback qu'on a énormément, même en interne, de se demander les points d'amélioration de moi, de la personne en face, de l'agence, au niveau de la culture, enfin on fait tout le temps ça, même avec les clients du coup. Mais naturellement, les clients nous disent, mais en fait vous avez craqué un truc parce que j'ai déjà bossé avec plein de designers, mais jamais ça a été aussi fluide. Et Ouais. enfin, d'ailleurs j'ai prévu, heureusement que j'enregistre tous mes meetings, parce que j'ai prévu de récupérer et de mettre ça sur le site dans pas très longtemps, des témoignages clients qui sont extraits de vraies conversations comme là on est en train d'avoir. Parce que spontanément, ils vont nous dire en fait ça change pas mal la donne quoi, par rapport à quand tu dois gérer 5 freelances. Ce qui convainc aussi, c'est que comme on est 6 dans l'agence, il y a des personnes qui savent faire du motion, du dev sur Framer. On fait plus trop de Webflow parce que c'est en train de devenir un has-been. Oula, Euh, ouais. j'étais pas au courant. Euh, hmm J'étais pas au Bold courant. C'est statement. quoi, du coup, le futur? C'est Framer, Framer. L'avenir, c'est Framer. Webflow, on m'a Hmm. dit, Axel, que c'est le passé, hein. Hmm. Le CTO est pas Non, mais content, mais il va s'acheter une formation ce soir. Non, mais c'est super un Webflow, mais franchement, c'est en train de. Un Framer est en train de complètement rattraper Webflow et c'est beaucoup plus rapide pour des sites vitrines, dans plein de use cases. Tu peux vraiment faire des choses qui sont bien plus rapides, mieux sur Framer que sur Webflow, quoi. Donc les gens aiment bien bosser avec vous parce que vous êtes 6 et vous avez des Et du coup, qu'on spécialistes. maîtrise plein de compétences. On peut Ouais. faire du print, du branding, du web design, du CRO, et t'as pas besoin d'avoir 6 freelances différents à gérer, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, tu réponds à cette clientèle qui quand même est assez haut de gamme, qui a l'habitude de bosser avec, comme tu dis, pas mal de freelance, de devoir faire de la gestion de projet. Et Mm, donc vous arrivez comme une meilleure alternative. Donc ils sont, c'est ça. ok, on veut absolument. Donc en fait, là où le modèle est bon, c'est sur l'expérience client. Là aussi, où vous êtes bon. Par contre, tu dis qu'ils viennent pas pour le modèle, ils viennent pour quoi? Pour votre portfolio, ils voient que vous êtes bon. Ouais, c'est pour le portfolio, c'est bah, la proposition de valeur en fait, c'est le côté je peux demander tout ce que je veux. C'est aussi, j'explique, enfin, ça leur évite beaucoup de paperasse quoi. C'est parce que quand tu bosses avec une agence classique, tu lui dis est-ce que je peux avoir mon site? Ok, ensuite tu veux faire un packaging, est-ce que tu peux me faire un devis pour le packaging? Est-ce que tu peux me faire ceci? En fait, tu passes plus de temps à faire des devis
et à envoyer à Michel de la compta le devis à valider, enfin à faire de l'admin en fait, alors que tu pourrais tout simplement avoir un seul prix à payer tous les mois pour demander tout ce que tu veux, quoi. Ok sur ça. Et donc, bon, t'as répondu à une question que je voulais te poser sur le nombre de personnes. Ouais. Il est déjà quelle heure? Il est 12h30. Il est Ouais. 11h30. Il est l'heure bientôt d'aller au sport. Mais pour Mm. juste finir sur ces questions, le premier client, on en a parlé. Love, ok, le modèle hyper intéressant. Bon, déjà, quand même, j'adore vraiment cette discussion parce que moi, quelque chose qui me choque, c'est de voir beaucoup d'agences qui essaient de vendre et qui globalement ont un problème, c'est qu'elles offrent rien d'intéressant, d'innovant. Faut pas oublier Mm. quand on est une agence, euh, n'importe quelle entreprise doit essayer de proposer quelque chose d'intéressant, qui répond à un besoin. Enfin, faut pas oublier que Mm. même si on fait la prestation de service, si on veut se différencier, si on veut avoir des clients, c'est quand même vachement plus simple. C'est ce qu'on propose et nouveau d'une manière ou d'une autre. Oui. Là, donc tu l'as, et je pense que ça C'est inspire vrai parce que que. ça a Vas-y. complètement changé le game quand on a commencé à prospecter avec ça. De pouvoir résumer le concept en une phrase, ça change tout. Plutôt que de dire on est une agence de design et on fait des trucs bien. Voilà. C'est sûr que ça Et change la donne. c'est ça, en fait, tu vois, tu parlais de prospection. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu as une offre intéressante, innovante, etc., différente, tu peux faire le même travail pour aller chercher des clients, que ce soit de la prospection, quoi que ce soit, mais ton ROI sur l'effort, il est x10 parce que ce que tu as à proposer, c'est intéressant. Donc, au final, le marketing, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est d'avoir un truc cool à vendre. Et si c'est Mm. cool, tu travailles mal ton marketing, les gens, ils viennent quand même. Alors que tu peux avoir le meilleur marketing du monde, si ce que tu vends, c'est la même chose que tout le monde, tu vas Mm. galérer. C'est vrai. C'est Et exactement avoir une ça. fondation solide, Ouais. comme là. Mm. Et donc, ouais, tu parlais des équipes. Donc là, tu dis que vous êtes 6. Comment vous êtes passé de 2 à 6? C'était quoi un peu ta. Je sais que, a priori, si je ne me trompe pas, tu as une culture de. On prend que des gens full-time, CDI peut-être même. Certains, pas tout le monde, Euh, ok, mais ouais. ok. Donc, À comment la t'es passé de demande 2 à de ces 6? personnes-là, C'était. hein. Et comment? Ok, À la ok. demande de ces personnes-là en plus, mais oui. Comment on est passé? Alors déjà, moi j'ai un process de recrutement qui est assez bourrin. Donc, je contacte beaucoup de personnes. Alors, il y a, mettre des offres, c'est une chose, mais je crois plus en la chasse, donc non seulement des clients, mais aussi des talents. Et donc, Uh-huh. j'ai eu tendance à voilà, regarder des portfolios, enfin des énormes bases où je prenais pas beaucoup de temps, mais à checker dans le moindre détail tous les portfolios. Mais j'ai contacté beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en freelance ou, enfin voilà, ou qui avaient des portfolios en design. Après, c'est assez facile, les designers, à évaluer sur d'autres skills en marketing. Je saurais même pas. J'aurais plus de mal. Après, du coup, j'envoyais carrément un typeform pour qu'ils candidatent à mon offre. Donc, qu'ils me disent un petit peu où est-ce qu'ils en sont, avec des questions un peu techniques, un peu rigolotes. Voilà, quel est ton niveau en, si je te dis tel raccourci, est-ce que tu sais ce que c'est? Enfin, parce que la productivité, c'est aussi, enfin, si tu es un designer, parce que tu as des très très bons designers, mais des designers qui vont très vite, comme nous, ce qu'on est capable de faire, c'est pas facile, hein. Enfin, c'est pas non plus tout le monde qui est capable de le faire. C'est aussi quelque chose qui nous différencie. Les clients s'en rendent pas compte parce que tu dis est-ce que tu peux me faire ça comme ça en 48 heures? Oui, il n'y a pas de problème. Et Nous, il n'y a ça pas de fait. problème, Ouais. mais beaucoup, beaucoup de designers ont du mal. Donc on est obligé tu vois, de bien resserrer la vis et on doit encore bien progresser là-dessus pour aussi techniquement que tout le monde reste productif et au même niveau. Et après, bah, du coup, un entretien. S'il y a un fit, là, il y a des exercices à faire. Et là, ensuite, on a un taux d'acceptation des designers qui est très, très, très faible. Et du coup, voilà, pour te dire comment on a recruté. Et bah, la plupart des personnes étaient chez Flo de Sun avant. En fait, Flo de Sun, c'est pas avant, c'est une mutation de Hmm. Flo de Sun en Dafol. Mais et du coup, ouais, là, y a pas, on a aussi fait appel à un recruteur pour la trouver des nouveaux talents, qui est du coup mon ancien associé. Bref, du coup, on le connaît bien, donc on pouvait pas trop trouver mieux. Et du coup, là, ouais, on a trouvé des talents, mais c'est le plus difficile. Bah, surtout que dans ton cas, quand même, ce que tu vends, c'est de la qualité. Donc, détecter la qualité, la tirer, la garder, voilà, je pense que c'est Mm. clairement le plus difficile et en même temps la clé. Moi, je voulais te parler aussi du timing. À quel moment tu décides, en termes de dépenses et d'entrée d'argent, de dire, OK, cette fois, on est prêt à recruter.
comment tu gères cette partie-là. Tu as quand même l'avantage d'avoir un modèle maintenant récurrent qui n'était pas le cas Mm. avant et avec un cash flow positif, enfin plutôt un BFR positif. Mm. Comment t'as calculé ces histoires de OK, c'est le moment et comment parce que c'est beaucoup, 6 personnes Oui, c'est vrai que passer c'est de 2 beaucoup, avec. c'est en fonction du nombre de clients. Comme je te dis, tu vois, il y a un ratio, un designer, trois quatre clients. Après, c'est plutôt 2,5, 3, tu vois, parce que parfois, comme il y a plusieurs compétences qui sont partagées, tu n'as pas tout le temps 4 clients en simultané. Donc, en fait, c'est très simple. Quand je sens qu'il va y avoir suffisamment de clients, là, on appuie sur le bouton enclencher recrutement et on a quelques talents en back. Enfin, on doit paralléliser tout le temps. Et Ouais, du coup, on a des talents dans le pipe qu'on veut ouais, c'est prendre. ça. Et il y a des personnes où j'aurais dit j'ai envie de travailler avec toi, mais j'ai pas encore les clients, donc je te recontacte quand j'ai les clients. Donc, du coup, c'est comme ça que je peux être aussi plus sereine quand je fais la partie commerciale, parce que j'ai un pipe derrière de talents. Ce qui est tout aussi important que d'avoir un pipe de clients. Donc voilà. Et OK, donc Mm. justement, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'engagement. Tu as des offres où, en gros, tu proposes des engagements d'une certaine durée, c'est ça? Ouais, pour l'instant, on est sur un engagement trimestriel. Mais là, la chose que j'aimerais bien commencer à travailler, j'ai pas du tout commencé à travailler mon offre commerciale en engagement annuel, mais ça va être quelque chose sur lequel on va entamer, puisqu'il y a même des clients avec lesquels on travaille depuis le tout début qui sont restés. Et en même temps, on a Oui. envie de garder des projets one shot, parce que moi, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai juste ça à faire. Je leur dis bah, franchement, en un mois, c'est plié mon coco, donc il n'y a pas de problème. Ça va lui coûter moins cher que si vous faisait appel à une agence classique, 2 ou 3 fois moins cher, grand minimum. Et tu Mais acceptes quand même un projet one shot? ouais, parce qu'en fait, on est des designers, on est des créatifs, donc si on devait travailler pour les mêmes clients tout le temps, on s'ennuierait comme des rats morts. Enfin, d'ailleurs, OK. c'est pour ça que c'est une des compétences qui doit être absolument externalisée par les entreprises, parce que avoir un designer temps plein dans une boîte, il n'y a rien de pire. Enfin, Ah, c'est vrai, c'est une tu bonne peux pas remarque tenir. en effet. Il y a Donc, besoin mm. de boîtes extérieures juste pour le côté rébarbatif, quoi. Voilà, sauf si tu es une marque et que tu as des campagnes et que Hmm. tu te réinventes tous les 3 mois. Là, il n'y a pas de problème, mais sinon, tu t'ennuies comme un rat mort. Voilà. Ok, Donc, et bon, dernière question alors du coup, est-ce que en un an, t'es passé de peut-être 100% à travailler dans le business à, tu dis 80% sur le business, tu dis que t'as encore un peu d'exécution. Du coup, ça mm. ressemble à quoi aujourd'hui un petit peu ta semaine, tes missions, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais plus, qu'est-ce qui est Ouais. important? Bah, mes journées, en fait, alors j'utilise cal.com pour les meetings. Avant, je le faisais pas trop. Mais là, j'ai vraiment bloqué. On peut me parler que le lundi, mercredi et vendredi matin. Sinon, le reste est sanctuarisé pour du deep focus parce que je supporte pas d'avoir des journées gruyères. Ma vie se dégrade instantanément quand j'ai l'impression de ne pas avoir pu travailler. Donc ça c'est hyper important de préserver des plages de focus. Et après, sinon, je fais du time blocking et du coup, quand j'ai quelques clients que je gère, surtout sur certains aspects, notamment le CRO et des aspects comme ça. Et du coup, bah là, je me réserve des après-midi de taf pour des clients ou sinon pour Dafol, quoi. Ok, et Donc, quand t'es pas en train de bosser sur les clients, du coup, tu fais quand même encore la partie commerciale, tu parlais de alors, prospection? ouais, je gère toute la partie commerciale. On a Ok, délégué la prospection à des partenaires. ok. Enfin, la partie technique de la prospection, parce que j'ai pas du tout envie de passer je sais pas combien de centaines d'heures à comprendre quelles sont les nouvelles contraintes de Gmail, Outlook ou autre, en call d'email et puis tel truc en LinkedIn, quel est le bon copy. Enfin voilà, j'en fais quelques-unes moi-même de temps en temps quand j'ai une fulgurance. J'ai pas de problème. Mais je suis pas. Enfin, j'en ai fait par le passé, mais là, ça devient de plus en plus technique. Enfin, toutes les techniques deviennent techniques, quoi. Bon, voilà, bref, du coup, j'ai pas envie. Et je Ouais. me concentre sur la partie, disons, closing, enfin, appels commerciaux. Oui, il te décroche les leads. Par contre, tu disais que dans ton cas, enfin, vous avez vraiment pas mal de succès au niveau prospection. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, la prospection. Et clairement, on se rend compte que l'agence, si tu externalises,
peut faire la même qualité de boulot. Des fois, ça va juste marcher ou pas marcher. Ça va dépendre un petit peu quand même globalement de la qualité du client ou de l'offre. Ensuite, dans votre cas, vous avez quand même des bons retours, ce qui prouve peut-être, une fois de plus, la qualité de ce que vous proposez, quoi. Ouais, ben, du coup, quelle est la question? Bah, non, tu me confirmes que globalement, vous avez pris une agence et vous êtes content. Ils arrivent à vous générer régulièrement des leads et toi, tu fais des Ouais. calls et ça se passe bien. Ce qui est Oui. rare, en fait. Je veux juste dire que c'est rare parce que Ah, c'est nous, rare? Ok. dans le milieu Bah, des agences, c'est pour pas nous, souvent c'est le très cas, en simple. fait. Quand tu appuies sur le bouton et de lancer la campagne, là, on a lancé une campagne lundi, j'ai 8 calls dans la semaine maintenant. Donc, Ok. du coup, Donc, comme quoi ça l'offre marche. est quand même hyper importante. Donc, je sais pas si c'est parce qu'on a bien défini la cible ou parce que, je sais pas, j'ai l'expérience de 2 ans et demi d'avoir des clients, mais de savoir lesquels j'ai envie et ceux dont j'ai moins envie, je sais pas. Peut-être que c'est Ouais. ça. Et c'est sûr que l'offre, ça change. Et la qualité du site aussi, on a fait des campagnes. Quand on avait les prix sur le site, ça convertissait moins. Du coup, on les a enlevés Intéressant. volontairement. Parce ils regardaient les prix, c'était genre, oh, waouh, au secours. Alors qu'en fait, quand je montre en call client ce qu'on fait, ils me disent que c'est pas assez cher. Donc, du coup, il vaut Ça, c'est un mieux. bon hack. Merci du Ouais, tips. c'est complètement un bon hack, ouais. Mais ça, c'est un A/B test. Peut-être que sur une cible américaine, ce serait différent. Je sais pas, parce que je sais qu'aux États-Unis, j'ai certains clients, je les ai au téléphone, ils sont sur Direct. Stripe la seconde d'après et c'est fini, quoi. Enfin, ils ont même pas vu le portfolio, quoi. Donc Ok. ça dépend vraiment de, voilà. En tout cas, en Donc, France, ça a marché comme ça. en France, les Français sont un peu réfractaires et puis il y a beaucoup, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est dans les boîtes structurées avec des échelons. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore complètement craqué, de savoir comment négocier du grand groupe. On a quelques grosses boîtes avec lesquelles on travaille, mais à chaque fois, c'est des équipes un peu start-up qui nous prennent. Donc, du coup, c'est pas, tu vois, le cycle de vente grand groupe, je sais pas encore comment l'aborder très Et techniquement, puis, quoi. ouais, et puis c'est peut-être aussi une question, une fois de plus, de culture où eux, ils signeront aussi les grands groupes que avec des grands groupes d'agences, mais ça mettra du temps à évoluer. Ok, Ouais, je pense que Time's Up, Clara, hyper intéressant. Moi, je retiendrai quand même que pour simplifier la vie dans son business, c'est quand même hyper important de trouver un fit avec un business qui correspond 100% à sa personnalité, qui t'a mmh, itéré pendant 10 ans, 15 ans, comme peut-être t'as fait, sur ce que tu veux faire, et pas avoir peur de un peu recommencer à zéro comme tu l'as fait il y a un an. Hyper, hyper important. Et ensuite, proposer quelque chose peut-être de nouveau, intéressant, innovant, et pas hésiter à aller regarder ce qui se fait peut-être aux États-Unis. mmh, Moi, je trouve que c'est des super ouais. conseils. Moi qui Et vois beaucoup plus que ça, d'agences hein, moyennes. j'ai carrément fait pas mal d'appels commerciaux. Je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre et j'ai, enfin, regardé comment eux fonctionnent. Bah non, mais quand tu te lances, t'as pas le choix. Enfin, donc j'ai fait une étude de marché assez poussée. J'ai dû passer une trentaine d'heures à faire ça et à regarder, à faire tout le cycle commercial de Superside, de ceci, de cela, comment ils présentent. Parce qu'ils ont déjà fait le travail de gérer les objections et aussi très bonne pratique, s'enregistrer tout le temps ses meetings et s'infliger, ce qui est très pénible, de re-regarder ses appels commerciaux. L'avantage de Clap, bon, j'ai un lien d'affiliation Clap d'ailleurs, si jamais tu veux le mettre en dessous. Non, mais c'est pas ça la question, c'est juste l'avantage de Clap, c'est que tu vois combien de pourcentage tu Oui, parles dans le call. Et ça, moi, je me rends au tout début, plus j'étais mal à l'aise, plus je parlais. Et en fait, il faut parler enfin, je m'exerce à parler au moins maximum 60% du temps, et encore, quoi. Et ça, pour le coup, enfin, il y a des choses comme ça, il faut s'obliger à se faire du feedback, à avoir le feedback négatif des personnes avec qui tu travailles, et s'améliorer en permanence là-dessus, quoi. C'est hyper important. ben, merci Paul, c'est encore un point que je pense qu'on retiendra. Toujours être en train d'apprendre, toujours essayer de s'améliorer. Et dernier point, cette culture du remote, je pense que toi, tu as trouvé des bonnes manières de l'implémenter. Pareil, c'est hyper, je pense que ça correspond à ta personnalité ou tu as pas peur du exemple. Moi, je pense que c'est important de faire la sieste et des choses comme ça et tu le mets dans ta boîte. Ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça correspond à ta Mm. culture. Comme tu dis, tu as attiré que des gens qui sont plutôt pas des gratteurs, malgré le Ouais. travail à distance. Donc, Mm. merci Bah, le pour tous remote ces pour attirer des tips. talents, c'est un vrai atout, hein. Nous, dès qu'on publiait une offre, on était noyés de candidatures juste pour ça.
Et c'est aussi beaucoup plus inclusif en termes de recrutement parce que du coup, tu peux prendre des personnes. Là, par exemple, il y a quelqu'un dans la boîte qui est agoraphobe et qui est hyper talentueux, mais qui est incapable de prendre les transports pour aller dans un bureau. Voilà. Donc, il y a, ça te donne accès à vraiment beaucoup de talents cachés. Et quand tu arrives, ça marche vraiment que si tu es tout le temps, tout le monde en remote. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Après, je suis sûre qu'il y a plein de boîtes qui arrivent, mais d'avoir un truc un peu hybride où tu as une partie du bureau et une autre partie qui est en remote. Après, on essaie quand même, par moment, on manque un peu de, voilà, la petite bière après le taf, décompresser, donc, et c'est moins fun quand même de faire un apéro derrière son écran. Donc, du coup, on a mis en place de faire du sport, aussi parce que tu as tendance à t'encrouter quand tu es tout seul chez toi. Et du coup, on a pris un truc qui s'appelle GoGain, c'est génial. C'est aussi devenu un client, mais avant, c'était nous les Je clients. comprends ta stratégie d'acquisition. Voilà, c'est ça, je deviens cliente ou j'investis et hop, ça me rapporte des clients. Non, mais du coup, il y a ça. Et du coup, Et c'est quoi du coup? Go Game? GoGain, Go Gain, ok. voilà. En fait, c'est des kinés du sport. Ils sont coachs sportifs, enfin entraîneurs et préparateurs physiques pour le PSG aussi. Donc c'est assez high level et ils nous font 2 cours par semaine, hyper sur mesure, pour la posture au travail, pour la Ah oui, ceinture je me rappelle. abdominale, les lombaires et tout ça. Voilà, tiens-toi bien s'il te plaît. Merci. Et en fait, en termes de... Déjà, ça nous oblige à avoir 2 heures d'activité collective ensemble. Ça En oblige visio? en visio. Ce serait mieux en physique, mais voilà, c'est quand même très cool quand Ouais, même. c'est ouais, exactement. C'est complètement sur mesure et la qualité des exercices n'a rien à voir avec ce que tu peux expérimenter quand tu fais un cours en salle, quoi. Même si c'est en physique, justement, c'est comme tu n'as pas 50 personnes, là on est 6, donc 7 avec le coach, ça change tout, quoi. Est-ce Donc que le et coach va ça, t'engueuler et te faire mmh, faire 50 pompes pour avoir 20 minutes de retard? peut-être, je sais pas. En plus, là, Super. c'est le plus difficile aujourd'hui. Voilà, Voilà. t'as une bonne excuse. Ouais, c'est vrai. Merci Ça marche. Clara. Merci à toi. Tchuss. Merci d'être venue sur le podcast. C'était super, très intéressant. Merci à Merci toi, pour les c'était très tips. cool. Bonne Cool. journée. Ciao. Et à la Bye. prochaine.